Bonjour à tous et à tous, chers auditeurs, auditrices, bienvenue pour le premier podcast vidéo de l'Observatoire des stratégies internationales. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Tom Benoît. Bonjour Monsieur Tom Benoît. Bonjour. Alors, vous êtes essayiste et spécialiste en géopolitique. Vous coproduisez et présentez depuis 2022 l'émission Philoscopie, diffusée sur TV5 Monde, dans laquelle vous vous entretenez avec de grandes personnalités de notre temps, tels que Jacques Delarosière ou encore Hubert Védrine à propos de notre société. En partenariat avec Robert Laffont, vous avez créé au début de l'année 2023 la revue Géostratégie Magazine, une ligne éditoriale et politique portant sur les conflits géopolitiques et leurs effets. Dans le cadre de votre travail, vous avez eu l'opportunité d'interviewer d'autres personnalités de haut rang, telles que M. Zelensky en septembre 2022, ou encore, tout récemment, M. Bruno Le Maire, en abordant les sujets actuels de nos sociétés. Est-ce bien cela ? Tout est exact, absolument. Et vous êtes depuis aussi sur Sud Radio, il me semble. Nous venons de lancer une émission éponyme, Géostratégie, sur Sud Radio, qui est un format de 40 minutes dans lequel nous recevons des personnalités politiques de premier plan également. Et le premier numéro a été parrainé, si je puis dire, a été lancé avec Henri Proglio, ce qui a été un grand succès parce qu'Henri Proglio a fait, on pourra y revenir d'ailleurs sur les questions européennes, des révélations ou a apporté des précisions par rapport au rôle actif de l'Allemagne, notamment dans la politique européenne. Ancien directeur de EDF. Ancien directeur d'EDF. Alors aujourd'hui, nous allons aborder 4 grands thèmes. Le premier, c'est comment régénérer la démocratie. On verra la question du citoyen dans notre société. Le deuxième, c'est les médias en France. Nous allons avoir une réflexion sur le journalisme d'opinion, sur l'oligopole des médias. Enfin, nous allons voir la question de l'égalité et de la modernité en mobilisant Platon et Arène notamment. Et pour terminer, nous allons parler, comme vous l'avez dit, de l'Europe et de sa géopolitique en prenant le cas de l'Ukraine, son intégration dans l'Union européenne. Une éventuelle intégration. Une éventuelle, c'est vrai. Ça va prendre beaucoup de temps. Alors, premier thème, comment régénérer notre démocratie ? Nous sommes dans une démocratie représentative, c'est une idée très ancienne et déjà présente sous l'Antiquité, qui était justifiée par la nécessité de désigner les gouvernants les plus aptes. Cela renvoie à l'incapacité du peuple à s'autogouverner. Sous Athènes, l'aptitude à gouverner était ethnique. Ensuite, sous l'Empire romain, tout le monde pouvait potentiellement devenir citoyen. Donc une universalité de la citoyenneté. Aujourd'hui, la démocratie repose sur 2 piliers, la participation et la représentation. Mais le système représentatif fait l'objet d'un certain nombre de critiques. Dans de nombreux pays, on ne parvient pas à une représentation équilibrée des différentes composantes de la société. Nos élus nous ne ressemblent pas. Voilà. Aussi, le contrat social de Rousseau, en 1762, développe une théorie de l'exercice direct de la souveraineté populaire qui n'est pas exercée aujourd'hui dans notre démocratie représentative. Aujourd'hui, il y a 4 cercles de la décision. Le cercle gouvernemental, le cercle de l'administration sectorielle, qui a le pouvoir de mise en forme, le pouvoir de mise en œuvre et le pouvoir d'intermédiation. Le cercle des partenaires extérieurs de l'État, comme par exemple les syndicats ou les associations, qu'ils soient professionnels ou non. Le cercle politique et juridictionnel, le Parlement, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, entre autres. Et ma question, c'est, faut-il avoir un nouveau cercle de décision, celui du citoyen aujourd'hui ? Pour vous répondre tout à fait directement, probablement, et c'est la grande problématique de ce siècle. La question du pouvoir par rapport aux citoyens, comme vous le soulignez en convoquant Rousseau, est corollaire à la question de la souveraineté. Avons-nous une souveraineté nationale, européenne ou mondiale ? La question est surtout là. J'ai l'impression qu'en France, qui a été un grand pays, qui a été le moteur de l'Europe à une certaine période de l'histoire, il y a un regain de volonté de souveraineté au sein de la population. C'est ce qu'on perçoit en tout cas. Et cette souveraineté se traduit sur le plan monétaire par l'émission d'une monnaie nationale. Lorsque nous avons une banque centrale qui n'est plus un organisme d'émission monétaire, mais simplement un organisme qui participe aux questions monétaires à la Banque centrale européenne, la question de la souveraineté sur le plan monétaire n'existe plus. Lorsque nous avons une Commission européenne qui a un rôle plus qu'actif, mais presque un monopole
de décision par rapport aux questions agricoles, on en parle beaucoup aujourd'hui, ou plus largement aux questions économiques, et pas encore aux questions d'imposition, et ce serait peut-être la prochaine phase de la Commission européenne. Là non plus, nous n'avons plus de souveraineté. Donc évidemment que la France a perdu sa souveraineté, et moi, ce que j'essaie de porter, ce que j'essaie de représenter comme message, c'est pas un appel à l'insurrection pour le pays au sein de la population, c'est une volonté de rassemblement de différents mouvements politiques et idéologiques, mais qui sont franco-français. Parce que ce que je constate aujourd'hui, c'est que être français, l'identité nationale, c'est-à-dire la souveraineté, sont devenus des démarches, des idéologies, des actions suspectes, des courants de pensée qui sont suspects. L'identité est devenue suspecte parce que l'identité va à l'encontre d'un système mondialisé qui est régi par les organisations qu'on citait précédemment, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, dont la souveraineté des États est le pire ennemi, si je puis dire, parce que on a l'impression que la dernière révolution a été la révolution industrielle, alors qu'en réalité, ça a été la révolution numérique. Il y a eu une mondialisation industrielle qui a eu lieu à partir des années 60, 70, peut-être même après-guerre, à partir des années 50, lorsque les Américains sont revenus sur le sol européen après la guerre de Corée, avec une présence militaire qui est devenue très oppressante pour l'Europe, avec des organisations, des traités européens qui ont commencé à être signés, mais qui avaient beaucoup de sens encore à l'époque, du général de Gaulle lors du traité de Rome en 1957. Et ensuite, il y a eu une seconde phase, et je le dis très régulièrement parce que c'est l'élément clé du système dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est la numérisation de la monnaie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la mondialisation existe depuis 60 ans, alors qu'en réalité, la mondialisation est déjà terminée. Nous sommes dans une phase que je qualifie de mondialisation numérisée. Et ça change absolument tout. Regardez le système obligataire et toutes les économies occidentales. On reviendra sur les définitions de l'Occident également. L'Occident repose principalement aujourd'hui sur l'émission de titres obligataires. Les pays occidentaux vivent essentiellement par rapport à l'émission, un financement qui vient de l'émission de titres obligataires. La France s'est endettée à hauteur de 284 milliards pour l'année en cours, ce qui représente un record. Nous avons une dette qui atteint plus de 3 000 milliards, et 52% de cette dette est logée à l'étranger. C'est-à-dire que ce sont des prêteurs étrangers qui ont financé le pays. Ce qui n'est pas le cas au Japon où la dette est plus importante, mais... Pas du tout, les Japonais ont 90% de leur dette. C'est pour ça on dit qu'elle est plus soutenable et qu'il y a plus de confiance envers l'économie japonaise. Alors premièrement, mais alors là on parle de l'exemple du Japon qui est très loin, mais on pourrait parler du Danemark par exemple, qui fait partie de l'Europe, mais qui ne fait pas partie de la zone euro. Je crois que pour le Danemark, on était à 75% de détention par les résidents de la dette publique. L'Italie en détient déjà un peu plus que nous, il doit être à 65 environ. Mais l'Italie c'est encore différent parce que c'est un pays qui a pu profiter, même si sa croissance aurait été peut-être supérieure si l'euro n'avait pas existé, mais qui a pu profiter des absurdités européennes, notamment le fait qu'on ne réajuste jamais la balance des paiements au sein de l'eurozone. Ce que même les Américains n'ont pas fait. Vous parlez de souveraineté, là c'est un sujet qui est prépondérant. Il y a un système qui s'appelle Target 2 dans la zone euro, qui fait que lorsqu'un pays a un passif vis-à-vis de notre pays par rapport à sa balance des comptes commerciaux, on ne réajuste pas les comptes, on inscrit sur le registre Target 2 l'actif ou le passif, donc généralement les Allemands ont de l'actif et les Italiens ont du passif, et on ne réajuste pas. Alors que les Américains, vous prenez un État des États-Unis qui est beaucoup plus riche que notre, comme le Texas par rapport au Nebraska, lorsqu'il y a un passif du Nebraska vis-à-vis du Texas, le Nebraska s'acquitte de son passif au Texas. Et ce que je suis en train de dire, c'est que même lorsque le système de l'eurozone donne l'impression de fonctionner, il fonctionne sur une supercherie. Il ne fonctionne pas sur du libéralisme, il fonctionne sur une bombe à retardement, c'est-à-dire sur des principes dont on repousse de plus en plus les échéances, que ce soit l'émission de titres obligataires auprès de pays qui sont devenus des pays ennemis, parce que vous savez que les Russes sont de gros exportateurs d'énergie et de matières premières, et donc de gros importateurs de liquidités, par extension, puisqu'ils exportent beaucoup de matières premières et récupèrent de la liquidité. Pendant des années, ils ont acheté des titres obligataires de pays européens.
je ne suis pas le seul à dire qu'ils ne le feront plus. Tout le monde a compris. Je pense que même les directeurs du Trésor, Bruno Le Maire, sont conscients, le ministre de l'économie, que les Russes ne se procureront plus de titres obligataires français. Et demain, il est probable que les Chinois et les Indiens ne se procurent plus considérablement, massivement de titres obligataires européens. Donc ça va poser une grande question par rapport au financement des États, et d'États qui ne sont pas en faillite, pour ainsi dire, seulement parce qu'ils parviennent à vendre des titres obligataires. Et justement, cette bombe à retardement, vous pensez qu'elle va éclater quand ? Elle commence déjà à éclater. Elle commence à éclater par un appauvrissement de la population. C'est-à-dire que le PIB par habitant en France, qui se situait à la 13e place en 1985, se situe aujourd'hui à la 26e place. Si vous prenez la part du PIB français dans le monde, en 1999, avant l'introduction de l'euro, elle se situait à 4,50%. Aujourd'hui, le poids de la France en PIB mondial, c'est 2,76%. Les pays de la zone euro, plus largement, tous les pays de la zone euro avant que la zone euro n'existe, représentaient 21% du PIB mondial. Aujourd'hui, ils représentent tous cumulés 13%. Donc ça veut dire que cet éclatement est perceptible, a déjà commencé à apparaître, sauf que l'on ne s'en rend pas compte parce que d'un point de vue purement comptable, nous quantifions, si je puis dire, la richesse d'un pays par rapport à des codes qui n'existent plus. C'est-à-dire que nous avons de grands groupes, effectivement, qui sont logés en France, type Kering, LVMH, beaucoup de sociétés qui travaillent dans la chimie, beaucoup de sociétés qui travaillent dans l'énergie, les sociétés du CAC 40, mais qui en réalité ne sont pas des sociétés qui fonctionnent grâce à la France ou pour la France. Alors, bien sûr, ils payent des cotisations, ils en payent beaucoup déjà, et c'est justement le grand problème, et ce qui dispose d'autant plus l'économie française sur la sellette, parce qu'on peut imaginer que ces sociétés quittent la France à l'avenir. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un mal de cotisation par rapport à des sociétés comme LVMH qui pourraient... On fait de la politique fiction, mais si la France continuait dans sa démarche de socialisation à dire on va imposer des taxes, comme ça a été évoqué, sur la spéculation boursière, déjà, qu'est-ce que la spéculation ? À partir de là, LVMH pourrait se dire dans ce cas-là, on quitte la Bourse de Paris. C'est beaucoup trop compliqué, on ne peut pas rester dans un système qui sanctionne notre prospérité, on va s'inscrire sur un autre marché. Donc ça veut dire que la France aujourd'hui fonctionne dans l'état d'esprit par rapport à une richesse qui est quantifiée ici, mais qui n'est pas logée ici. Chiffre d'affaires de LVMH, en France, c'est 5% du total, 4 à 5%. Le reste, c'est 40% en Asie, hors Japon, et encore hors Moyen-Orient, et Dubaï, les Émirats, où il y a déjà beaucoup de clientèle pour LVMH. Donc ça veut dire que la situation de l'économie française est une bombe à retardement, en ce sens que ce que nous avons perdu, ce sont les appareils productifs. Et le drame est là, un pays qui perd ses appareils productifs, perd tout, parce que la monnaie n'est rien d'autre qu'un support, un outil de mesure des appareils productifs. Du coup, le citoyen, il cherche plus de souveraineté à vous, si je vous comprends bien. Est-ce que, alors, pour rechercher cette souveraineté qu'il a, semble-t-il, perdue, on pourrait lui donner, non pas plus de pouvoir de décision, mais plus de... le consulter plus régulièrement, et est-ce que la démocratie du coup participative peut être une solution ? Alors dans les années 1970, on a eu les mouvements féministes qui ont changé le paradigme, puisque leur revendication n'était plus fondée sur l'égalité, mais au contraire sur la différence. Ensuite, dans les années 80, on a eu la création de plusieurs comités des sages, par exemple le CCNE en 1983. Dans les années 90, ensuite, il y a eu la loi Barnier en 1995 sur l'aménagement du territoire et l'écologie, qui oblige pour chaque changement, chaque aménagement du territoire de consulter les citoyens en organisant des débats publics. On voit qu'il y a un mouvement depuis 40 ans vers plus de consultation citoyenne. Bernard Manin nous parle de la légitimité que cela pourrait apporter. Et Habermas nous dit qu'il faut que les décisions ne soient abortées dépassent l'épreuve de la délibération. Ça doit être discuté par tous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que ça pourrait être un bon moyen de retrouver la souveraineté et même
que les citoyens puissent être plus à l'aise avec nos sujets aujourd'hui. Oui, on ne peut qu'être d'accord, évidemment. Moi, je suis le premier à être profondément démocrate, profondément libéral. Est-ce que ça va se produire? C'est un autre sujet. Malheureusement, je ne le crois pas. Je ne pense pas qu'on aille vers une société dans laquelle il y aurait un regain de démocratie, mais plutôt dans une société dans laquelle il y aurait de nouvelles limites disposées devant la démocratie. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on n'est plus en circuit fermé, si je puis dire. Lorsque vous aviez des pays qui étaient souverains sur le plan de l'identité culturelle et citoyenne, vous pouviez convoquer la démocratie. Mais lorsque vous avez des pays qui ont été modifiés, et je dis modifiés parce que je ne dis pas améliorés, saccagés, la question n'est pas là, ça ce serait une opinion, mais modifiés par l'immigration, ce qui est une évidence. Vous comparez la France des années 50 et la France des années 2020, vous vous apercevez que l'immigration est passée par là. Donc déjà, la question de la démocratie est différente. Parce que, est-ce qu'on a le même sens démocratique lorsqu'on est un enfant de l'immigration, ou est-ce que lorsqu'on est directement issu de l'immigration, ou lorsqu'on est citoyen depuis plusieurs générations? Ça, c'est une première question. Et de notre côté, il y a des économies qui sont plus des économies locales et territoriales. Donc, la démocratie serait très difficile à appliquer aujourd'hui, et si elle devait l'être, je crois que pour répondre, parce que ce qui plane en filigrane quand même au-dessus de ces questions, c'est que si la démocratie était appliquée aujourd'hui, elle mettrait à mal toute une organisation qui est allée à l'encontre de la volonté des peuples. Pour vous, la démocratie n'est pas complètement ou parfaitement appliquée aujourd'hui en France? Lorsque, sur une question cruciale comme l'euro ou le référendum de 2005 vote le non et que le traité de Lisbonne fait passer le oui 3 ans plus tard, je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que la démocratie n'a pas été appliquée. Oui. Mais si on va plus loin, attention, ce que je veux dire, moi ce que je veux mesurer, c'est que dans l'absolu, pourquoi pas ne pas appliquer la démocratie s'il y a une aristocratie de bonne qualité? Parce que s'il n'y a pas de démocratie, il y a de l'insurrection et de l'anarchie, ou de l'aristocratie. Il y a forcément une organisation qui dirigera. Il y aura forcément, ou en tout cas qui régnera si elle ne dirige pas et qu'elle est une anarchie. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que l'on est en train d'assister à une aristocratie de mauvaise qualité qui est au pouvoir. Et le grand danger est celui-ci, c'est que l'aristocratie qui gouverne, que ce soit sur le plan purement économique, sur le plan culturel et sur différents segments, n'est pas une aristocratie qui fait, on va dire, honneur aux principes de dignité occidentaux qui avaient pour principale vocation, quand même, lorsqu'on a commencé à qualifier l'Occident, avant même que les États-Unis existent, d'avoir une faculté quasi-intuitive de reconnaître le bien et le mal, c'est-à-dire la vertu. Et aujourd'hui, et c'est ça le grand déclin de l'Occident, le grand échec de l'Occident, le grand point de déclin de l'Occident, se situe à partir du moment où l'Occident se réfugie vers l'antithèse, mais plus vers la thèse. Et l'antithèse aujourd'hui se réfugie derrière l'absurde et l'irrationnel, et plus derrière le bon sens. On le voit dans les révolutions woke notamment, on le perçoit dans la plupart des médias, vous voulez parler de médias. Aujourd'hui, ça n'est plus le rationnel qui fait foi en Occident, c'est l'absurde et le ridicule. Et c'est ça le grand danger de notre société. Est-ce qu'il faut être fataliste vis-à-vis de ce personnellement, du déclin de l'Occident? Personnellement ou d'un point de vue civilisationnel. Personnellement, on est contraint d'être fataliste. Et on est contraint de se protéger également. D'un point de vue civilisationnel, si on a pour ambition d'avoir un rôle politique, on n'a pas le droit d'être fataliste. On va passer au deuxième grand thème, les médias. Alors, des médias détenus par quelques milliardaires, selon Julia Cagé, ce n'est pas la seule à le dire, 9 milliardaires possèdent plus de 80% des médias en France. L'association Acrimed et le Monde diplomatique ont réalisé une infographie qui nous montre qui possède quels médias en France. Par exemple, Bernard Arnault possède Les Échos, L'Opinion, Le Parisien, une partie du groupe PRTL, donc qui est composé de Challenge, Science et Avenir notamment. Radio Classique. Exactement. Patrick Drahi possède entre autres BFM TV, RMC, L'Express ou Libération I24. La liste est encore longue, je vais pas... Oui, mais elle pourrait se raccourcir, faites attention, parce que le temps que l'émission soit diffusée, Patrick Drahi est en train plutôt d'être dépossédé. Oui, il est en train de vendre. Par exemple, Xavier Niel possède une partie de Le Monde. Il existe ainsi une concentration des médias en France, c'est indéniable, et qui s'intensifie, et ce au détriment, selon Julia Cagé, de la liberté de la presse et de l'indépendance des journalistes.
Le 24 novembre 2022, une commission d'enquête au Sénat a été lancée, Concentration des médias en France, qui vise, je cite, à évaluer l'impact de cette concentration sur la démocratie. Ma question est simple. Est-ce que, ou alors pourquoi, la concentration des médias par quelques-uns pose-t-elle question ? Alors, qu'il y ait une concentration des médias, c'est une évidence. Par la force des choses, je vais donner un point de vue tout à fait personnel. Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche du monde, vous le soulignez, détient Les Échos, qui est le journal que je lis quotidiennement, et selon moi, le journal qui fournit un contenu qui est celui qui présente la meilleure qualité par rapport à tout le panorama médiatique. Pourquoi ? Et peut-être parce que Bernard Arnault donne l'impression également d'être une personne, je ne dirais pas froide parce que c'est péjoratif, mais assez objective, assez factuelle. Et je pense que cet aspect factuel se ressent dans la rédaction et dans l'attitude des directeurs de rédaction et des journalistes vis-à-vis de leur maître ou de leur propriétaire. Ce qui n'est pas le cas lorsque l'on a un propriétaire qui est peut-être un peu plus intrusif dans les rédactions. Alors, ce qu'il faut noter également, c'est que ce sont des médias qui ne sont plus rentables. Ça, c'est un gros problème, par contre. C'est-à-dire que la plupart des médias que vous citez, et qui sont détenus par des fonds ou par des milliardaires, sont des médias qui bénéficient, premièrement, d'aides de l'État, et également d'injections de capitaux par ces milliardaires qui détiennent ces médias. Donc le système, quoi qu'il en soit, va être révisé. Je ne pense pas qu'en 2040, 2050, nous ayons encore à cet horizon des médias qui soient des gouffres financiers pour des propriétaires milliardaires qui conservent et qui perdent en parallèle de plus en plus d'audience et de plus en plus de lecteurs et de téléspectateurs. En raison notamment des réseaux sociaux ? Des réseaux sociaux ou de médias parallèles. Raisons. Oui, des réseaux sociaux, premièrement, parce que le rôle d'un média est, premièrement, avant de parler d'opinion, de livrer une information. Effectivement, l'information est livrée sur les réseaux sociaux. Et je crois que, de tout temps, et même lorsqu'il y avait des opinions qui étaient introduites de façon subliminale par des journalistes, comme Alain Duhamel ou Jean-Pierre Elkabbach, durant les années 70 et 80, qui avaient des opinions, mais qui ne l'avouaient pas, mais on pouvait le comprendre malgré tout. Même à cette époque-là, la population ne voulait pas entendre des journalistes qui exprimaient leurs opinions. Ils voulaient avoir de l'information, mais ils n'avaient pas le choix. Donc avec ça, il y avait la télévision, il n'y avait pas de smartphone, il y avait la télévision, la radio et la presse écrite, donc on était contraint d'acheter ça, c'est-à-dire même s'il y a une opinion, on la lit. Alors qu'aujourd'hui, on s'est bien aperçu avec les réseaux sociaux que la plupart des gens veulent avoir de l'information, et une fois que leur information leur est livrée, ils ont également quelques influenceurs d'opinion qu'ils apprécient, suivent, et d'autres qui découvrent, et qui suivent à leur gré, mais qui n'ont pas envie d'être influencés du matin au soir par des personnes qu'ils n'ont pas choisies. Alors, la commission d'enquête du Sénat que je citais précédemment dit que la concentration des médias fragilise à la fois la crédibilité de l'information et, comme vous l'avez dit, les équilibres économiques. Comment garantir l'indépendance des médias et un pluralisme dans l'information ? Julia Cagé et Benoît Huet, dans leur ouvrage « L'information est un bien public », proposent 3 solutions. Créer un nouveau statut juridique pour les rédactions, la création d'un délit de trafic d'influence en matière de presse afin de limiter les pressions sur les rédactions, et enfin un financement citoyen des médias. Ça serait un modèle dans lequel les journalistes... Ça Absolument pas. Vis-à-vis de ces 3 propositions, est-ce que vous êtes... Il n'y en a aucune de valable. Il n'y en a aucune de valable. Il n'y en a absolument aucune de valable. Parce que premièrement, le financement, l'idée du financement citoyen, c'est-à-dire de la ponction de l'argent des citoyens pour l'injecter dans un fonds qui serait soi-disant régi par des sages, ça c'est une vieille idée socialiste et néo-gauchiste qui n'a jamais fonctionné, qui ne fonctionnera jamais et qui conduira toujours à de la perversion. Je vais répondre à votre question tout à fait clairement. Vous voulez garantir l'indépendance des médias ? Vous laissez les réseaux sociaux intacts et vous autorisez tous les médias, c'est-à-dire qu'on ne laisse en aucun cas passer des mesures de sanctions qui viseraient, sous le masque de la bienveillance et de la protection des peuples, à sanctionner les réseaux sociaux lorsqu'ils communiquent sur tel ou tel sujet. Et là, vous aurez une indépendance de rédaction, parce que les médias, un peu plus tenus, seront contraints de suivre la réalité de l'actualité et de faire la chronique de cette actualité. La seule question est là. Personnellement, je serais pour la suppression de toutes les aides à la presse. Géostratégie Magazine, nous ne recevons aucune aide de l'État. Et nous tirons
camp, ce qui n'est pas le cas. C'est pas le cas de beaucoup de médias privés. Tous les gros médias que vous avez cités reçoivent des millions, ça se compte en centaines de milliers d'euros au minimum pour les médias principaux et en millions d'euros à l'année, que ce soit... je ne reproche pas, ils sont très nombreux, ils ont des... Mais ça ne peut pas fonctionner ainsi pendant des années, parce que lorsque vous créez des aides sur des médias, c'est exactement le même principe qui s'opère que lorsque vous créez des aides sociales ou lorsque vous créez des assistances. Au fur et à mesure que la situation évolue, vous avez un réajustement assez naturel par rapport à l'offre et la demande qui crée une inflation. Et il y a une inflation également sur les médias. Ça veut dire que vous avez des médias qui fonctionnent avec des effectifs de centaines de personnes et qui sont très peu lus et qui sont très peu demandés. Vous avez d'autres médias qui fonctionnent, comme Géostratégie Magazine d'ailleurs, avec relativement peu de personnes, mais qui sont beaucoup plus lus et beaucoup plus demandés, parce que les gens le choisissent et payent. Et donc nous, les médias, qui faisons un travail d'information, de chronique également, et qui fédérons des personnes qui écrivent des papiers qui sont structurés, qui répondent à une réflexion, qui répondent à une demande, nous sommes sanctionnés par des organismes qui prennent de l'argent français, de l'argent des collectivités, et qui salarient des directeurs de com, des journalistes qui sont payés, pas des fortunes, mais qui représentent, avec la sédimentation de ces dépenses, des fortunes, qui créent une concurrence déloyale. Donc personnellement, je pense qu'il faudrait supprimer totalement les aides de l'État à la presse. Et pour revenir sur l'indépendance des médias, beaucoup de médias privés ont mis en place une charte éthique et déontologique, notamment Le Monde ou encore Libération. Est-ce que c'est suffisant? Non, mais ça, c'est beaucoup de citoyens classent tel ou tel journal plus ou moins à gauche, à droite, malgré leur je vais vous dire, là réellement il faut vivre avec son temps, on ne peut plus fonctionner de la sorte. Albert Camus disait mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde, commencer à contribuer au malheur du monde. Cela fait une décennie environ que l'on nomme en France très mal les choses, et malheureusement je suis le premier à le déplorer. Les Français parlons de moins en moins bien, maîtrisons de moins en moins bien notre propre langue, et lorsque vous allez en déplacement à Kinshasa par exemple, première ville francophone du monde, vous apercevez que l'élite du Congo maîtrise beaucoup mieux le français que ce que le français est maîtrisé par l'élite française. Je pense à Gabriel Attal ou à Stéphane Séjourné qui fait 3 fautes de français par phrase. Stéphane Séjourné est dyslexique, ça peut peut-être aussi... expliquer ça, il n'est pas un cas isolé, il est dyslexique, mais il est vraiment pas un cas isolé. Gabriel Attal, si vous écoutez Gabriel Attal, il est peut-être dyslexique également, mais alors il l'a pas dit, mais il y a une faute à chaque allocution. Il n'y a pas une phrase sans faute d'accord, de pronom, un pronom qui est ajouté avant un verbe, en supplément. Les phrases de Gabriel Attal sont déstructurées. J'entendais notre ministre, dont je citerai pas le nom, qui disait hier dans un très gros média, Emmanuel Macron et moi-même, nous sommes été quand on est ministre régalien, lorsqu'on aspire à ce type de responsabilité, on n'a pas le droit, on n'a plus le droit. Donc, à partir du moment où l'on constate que l'élite française et que l'élite dirigeante, et notamment l'élite intellectuelle, pervertit la définition et l'acception exacte de nombre de mots. On ne peut plus se réfugier derrière des chartes éthiques parce que les mots seront pervertis. Il y a encore 15 ans, et tout le monde connaît mon soutien, j'ai même participé à une campagne pour les femmes battues assez récemment, contre naturellement le fait de battre les femmes, et tout le monde connaît premièrement mon amour des femmes, ma passion pour les femmes, l'importance pour, et je le dis sans démagogie réellement, et toute mon affection pour les femmes. Mais les polémiques qu'il y a sur les viols aujourd'hui s'inscrivent parfaitement dans ce que je viens de vous énoncer. C'est-à-dire que ce que nous qualifions de viol depuis moins d'une décennie, 90% des cas ne représentent pas des actes de viol. La définition a changé aussi. Les définitions ne changent pas. Ça n'est pas aux définitions de changer, c'est aux nouvelles générations d'apprendre les définitions. C'est la première fois dans l'histoire qu'en seulement 20 ans, nous changeons les définitions. Jusqu'à présent, moi, lorsque je me trouvais à l'école, comme vous, il me semble que j'apprenais des définitions et que je les employais par la suite, mais que je ne modifiais pas les définitions. Et là, depuis une décennie, on définit que le viol, que peut-être qu'un attouchement, c'est déjà du viol. Non, un attouchement n'est pas du viol, c'est un attouchement. C'est scandaleux, on est tous d'accord avec ça, plus ou moins peut-être, mais moi je le suis en tout cas, mais
Ça n'est pas parce qu'un acte est scandaleux, condamnable moralement, qu'il est un viol ou qu'il est un meurtre. Un acte de violence, une gifle, ça n'est pas un meurtre. C'est une gifle. Et un attouchement, ça n'est pas un viol. Et on s'aperçoit que la caste dominante, politique, journalistique, médiatique, intellectuelle, nomme très régulièrement très mal les choses. Donc à partir de là, je vous dis, on ne peut pas se réfugier derrière des chartes qui seront faites de mots et de mots très symboliques de surcroît. Pour terminer cette deuxième thématique autour des médias, on va parler de l'opinion. Bernard Manin a montré dans son ouvrage Les principes du gouvernement représentatif que l'on choisit toujours, au moment de voter, quelqu'un que l'on juge supérieur à soi. Mais Manin ajoute que cela suppose de laisser chaque électeur choisir sur quels critères il se fonde pour juger de la supériorité de tel ou tel candidat. Ouais. En 1972, il y a eu beaucoup de critiques contre l'opinion, notamment Pierre Bourdieu qui a déclaré « l'opinion publique n'existe pas ». En 1977, il y a eu la loi relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion qui a encadré leur diffusion, en créant par exemple une commission des sondages ou par exemple en imposant une fiche technique tout en bas. Ma question est simple, sommes-nous aujourd'hui trop guidés et influencés par les sondages d'opinion ? Oui, parce que les sondages d'opinion sont pas représentatifs de la réalité, mais ça c'est assez prosaïque de le souligner. Je crois que les meilleurs sondages d'opinion aujourd'hui, nous les percevons sur les réseaux sociaux là aussi, par rapport à une certaine demande. Je trouve purement scandaleux, je le dis très ouvertement, que mes collègues journalistes et patrons de presse et directeurs de médias, pour des raisons qui me dépassent parfaitement, n'invitent pas dans leur rédaction pour des interviews sur leur plateau des personnes qui font partie du panorama médiatique, intellectuel, politique, de YouTube par exemple, comme nous l'avons fait à Géostratégie Magazine. On a reçu des personnalités, je crois qu'on est le dernier média, le dernier magazine tiré en kiosque, qui fait un vrai travail journalistique, c'est-à-dire que nous donnons la parole à des personnes dont nous réprouvons les opinions, lorsque ces opinions ne sont pas exprimées d'une façon qui pourrait conduire à des condamnations à la haine, par exemple, à tout ce que nous réprouvons également. Mais nous avons des gens de gauche. Est-ce qu'on peut condamner certaines personnes d'avoir des idées de gauche ? Non. Est-ce qu'on peut condamner d'autres personnes d'avoir des idées de droite ? Non. Et d'autres d'avoir des idées souverainistes, ou écologistes, antimondialistes, ou d'extrême droite, ou libérales, ou socialistes. Eh bien, nous avons toutes ces personnes-là. Et lorsqu'il y a eu le conflit russo-ukrainien, nous avons donné la parole à, je pense à Alla Pwedi par exemple, qui est ukrainienne et qui milite pour la souveraineté de l'Ukraine, que nous soutenons d'autre part, enfin que je soutiens à titre personnel pour la souveraineté de l'Ukraine, mais ce qui ne veut pas dire qu'il doit y avoir une ingérence française ou de l'OTAN, ou même une dissociation de collaboration avec la Russie par rapport au marché énergétique ou au marché nucléaire par rapport à cette souveraineté. Ce sont deux sujets différents. Et nous avons donné la parole dans le même numéro à Jacques Beau, qui est ancien colonel de l'armée suisse, et qui prenait des positions qui allaient plutôt dans le sens d'une remise à niveau de l'égalité des pertes entre la Russie et l'Ukraine, en soulignant que la Russie avait perdu énormément par rapport à cette guerre, mais qu'elle l'avait menée d'une façon beaucoup plus structurée que ce que les médias représentaient à une époque où on nous disait que Poutine avait 3 cancers, le sida, de leucémie, et qu'il allait mourir 3 mois après, ce qui n'a pas été le cas. Lorsqu'on nous disait également que l'économie russe allait s'effondrer, alors que l'économie russe aujourd'hui a fait 5% de croissance au dernier trimestre 2023, et que hier, le Fonds monétaire international a revu à la hausse ses prévisions pour les semaines à venir de l'économie russe. Donc, il n'était pas propagandiste, déraisonné ou relevant de la folie de la part de Jacques Beau à ce moment-là de souligner ces points d'un point de vue très factuel, sous un angle très factuel. Donc lorsque j'ai Alla Pwedi qui dit « nous voulons que la Crimée revienne en Ukraine parce qu'elle est un territoire ukrainien » et qu'elle me fait passer une tribune qui est construite correctement, je laisse passer cette tribune. Et dans le même magazine, lorsque j'ai Jacques Beau qui dit « voilà les conséquences du contrôle des capitaux sur la monnaie russe, sur le rouble et le soutien par la Banque centrale russe qui a travaillé avec le gouvernement de Vladimir Poutine sur l'économie russe et sur la monnaie russe », je laisse passer cette tribune également. Mais aucun autre média fait ça.
Parce que les médias aujourd'hui font de la sensation, du sensationnel. Beaucoup de médias, selon vous, du coup, refusent le dialogue. On leur demande même pas de dialoguer, ils refusent de faire le rôle de média qui est un rôle de monteur, vous savez. Si vous êtes monteur au cinéma, vous n'avez pas à considérer que l'éclairage n'était pas bon ou qu'il aurait fallu plutôt avoir une autre mimique, pas celle-là, et qu'il fallait marquer un temps de silence. Vous montez par rapport à ce qu'on vous a livré, et lorsque vous êtes un média, vous représentez ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Et la plupart des médias refusent aujourd'hui de faire ce rôle transparent qui n'est pas confortable. Alors moi, j'ai, on va dire, une double représentation, puisque je suis patron de presse et d'un média, comme je le disais précédemment, qui se veut d'être neutre et libre surtout, et de notre côté, j'ai des opinions, et je les exprime régulièrement, et je ne m'en prive pas. Mais lorsque je fais mon rôle de patron de presse, je ne vais pas sanctionner les contributeurs de Géostratégie Magazine en disant « Non, mais là, ce que vous dites est vraiment trop éloigné de ce que je pense ou de ce que je prône, donc il faudrait quand même modifier le début de votre papier ou la fin ou le milieu. » Le problème, du coup, c'est qu'il y a un problème de fonctionnement. Enfin, selon vous, les médias, du coup, ne remplissent pas leur rôle, mais ça a un impact sur les citoyens une fois au moment du vote, puisque les sondages sont compris. C'est une réflexion personnelle, sont lus surtout par les CSP+, donc catégories socio-professionnelles supérieures, dont les journalistes qui les commentent et donc vont avoir un impact indirect grâce aux journalistes sur les catégories moins favorisées. Là où on voit que les médias sont un peu en dehors de leur corps en quelque sorte aujourd'hui et de plus en plus, et ça s'accentue de semaine en semaine, c'est que les ministres du gouvernement Macron actuellement, si on prend ne serait-ce que le début de l'année 2024, participent régulièrement à des émissions YouTube, de chaînes YouTube. J'entendais Bruno Le Maire sur une chaîne YouTube dont j'oublie le nom hier d'ailleurs, et beaucoup de ministres participent à des chaînes et des visios YouTube parce qu'ils ont besoin d'être vus. Et qu'ils savent que s'ils passent sur... Emmanuel Macron, par exemple, sur Hugo Décrypte. Hugo Décrypte. Pourquoi Emmanuel Macron va sur la chaîne d'Hugo Décrypte ? C'est qu'il y a beaucoup de jeunes, et d'ailleurs... Pas beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de monde, tout simplement. Oui, mais majoritairement des jeunes... Peu importe. Il l'est vu, il y va pour être vu. Auparavant, il y a des chaînes qui ciblaient un public jeune, pour ainsi dire. Mais je veux dire par là que la réalité ne se passe plus dans la presse papier, ne se passe plus dans les médias traditionnels, et qu'elle se passe sur YouTube. Et que les politiques qui n'ont pas encore compris ça, mais qui l'ont perçu dans leur grande majorité, l'ont acquis et contribuent à cela parce qu'ils ont besoin d'une audience et qu'ils sont séduits par l'audience. Et que le rôle du média, au-delà de ce que vous citiez précédemment en disant voilà les médias dominants, voilà les gros médias, le rôle d'un média, c'est d'être regardé, d'être écouté, d'être lu. Et qu'à partir du moment où il y a des organisations, on appelle ça comme on veut, on peut dire une chaîne YouTube, un journal, un canard, une chaîne de télé, mais à partir du moment où il y a une organisation qui traite de l'actualité, de l'info, qui reçoit des personnalités qui ont un rôle politique, et que cette organisation a une audience, c'est un média. Donc une définition qui est plutôt large des médias. Qui est très précise, pas forcément très large. Le média, c'est une organisation qui a une communauté qui se dirige vers elle pour recevoir de l'information. C'est tout, ça s'arrête là. Donc une chaîne YouTube qui a 400 000 abonnés qui traite des mêmes sujets régulièrement, si on prend l'Institut des libertés de Charles et Emmanuel Gave, par exemple, c'est un média économique. Ils mettent en ligne des papiers sur leur site, ils font des vidéos chaque semaine. Si on prend la chaîne YouTube de Marc Toiti, c'est un média économique. Et Géostratégie Magazine, nous sommes un média économique et géopolitique, un peu plus de l'ancien temps, en quelque sorte, puisque nous travaillons avec une version papier. Et on est forcé de collaborer d'ailleurs avec des médias YouTube, qui eux aussi sont intéressés de collaborer avec nous parce qu'on est un peu plus traditionnel en quelque sorte, mais on ne peut pas rester, en tout cas si on a la vision qui est la mienne. J'ai 29 ans, j'ai 28 ans, et j'ai mon regard qui est tourné vers l'avenir du pays. Je ne peux pas rester dans ma catégorie en me disant « bon, j'ai créé un média papier, je ne vois que par le papier, et je me fie seulement aux petites études de tel journal et aux petits partenariats qu'on va faire entre nous avec des chaînes locales ». Ça n'est plus comme ça que ça se passe, donc il faut avancer avec son temps, on est contraint d'avancer avec son temps. Parfait. Nous allons passer au troisième thème, donc l'égalité et ensuite la modernité. Alors, observant la société américaine du 19e siècle et y voyant les prémices d'un mouvement amené à transformer le monde entier, Tocqueville définit la démocratie par, je cite, l'égalité des conditions, c'est-à-dire la suspension de l'évidence de la différence sociale entre le serviteur et le maître.
Tocqueville voit dans ce mouvement d'égalisation, selon lui impossible à empêcher, un danger pour la stabilité de nos sociétés. Pour Platon, la société est censée être organisée par des distinctions, donc les trois âges, âge d'or, âge d'argent et âge de bronze, qui d'ailleurs ne doivent pas se mélanger selon lui, puisqu'ils ont chacun leur rôle. La démocratie, selon Platon, donc il est contre la démocratie, égalise toutes les positions, tant en matière politique qu'en matière sociale et même psychologique, puisque l'homme démocratique se trouve incapable d'établir des distinctions. Ma question est simple. Doit-on absolument rechercher l'égalité à tout prix dans notre société ? Or, non, dans l'absolu, on ne doit pas rechercher l'égalité à tout prix, on ne doit pas rechercher la démocratie à tout prix non plus. Non, pas la démocratie à tout prix. Pas forcément, mais attention, là je vous réponds d'un point de vue philosophique et pas politique. Donc je ne veux pas que le propos puisse être interprété d'un point de vue politique en disant que je suis opposé à la démocratie, parce que je suis favorable à la démocratie. Mais pour répondre très directement à votre question, la démocratie n'est pas forcément la meilleure représentation politique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la démocratie est à la vie purement politique ce que la main invisible est à la vie littéralement économique. C'est-à-dire qu'elle permet au détour de points largement favorables et d'autres qui sont largement défavorables d'équilibrer le bien et le mal et le bon sens du vice et la vertu de ce qui est négatif. Mais dans une démocratie, vous apercevez d'ailleurs très régulièrement que on est souvent à 50-50. C'est-à-dire qu'il y a 53-47 lors d'élections ou de référendums. Donc à partir de là, il y a quasiment une moitié qui était contre ce qui passe et ce qui est porté au sommet. Et encore, justement, au sein de cette moitié-là, les gens ne sont pas d'accord, ils votent notamment par exemple par défaut. Donc également. On peut re-questionner cette moitié. Je suis d'accord avec vous. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Alors, ce qu'il faut noter d'autre part, c'est que la société doit être régie. Ce qu'on oublie également régulièrement, c'est que la finalité des décisions politiques est économique. Et ça, peu de politiques osent l'avancer, l'afficher, alors qu'en réalité, c'est essentiel. Ce que veut le petit entrepreneur, le commerçant, le gros entrepreneur, le politique, c'est une prospérité économique, lorsqu'il s'agit de vie politique, principalement. Et après, il y a des questions de santé et de liberté, qui sont également, et d'éducation. Mais l'essentiel, la pierre angulaire de tout cela, est économique. Donc c'est pour ça que ce que nous avons vécu comme des années de démocratie, c'était des années de démocratie libérale, que Fukuyama décrivait, Francis Fukuyama, dans les années 80, jusqu'aux années 90, il considérait qu'il y avait la fin de l'histoire, le dernier homme. Il a eu tort. Il a eu tort, il s'est trompé, il s'est surtout trompé sur le fait qu'il ne l'avait pas pris en compte, et il aurait pu le prendre en compte, mais après on ne peut pas reprocher à tous les penseurs qui ont été un peu brillants de ne pas l'être totalement. Mais moi j'ai beaucoup aimé Fukuyama, j'ai beaucoup apprécié ses écrits, mais je les ai lus avec 15-20 années de retard, étant j'étais pas né dans les années 80. Et il n'a pas pris en compte l'évolution d'une révolution numérique qui pointait le bout de son nez et qui a été fulgurante durant les années 90, et qui a conduit à des bouleversements, notamment d'émissions de titres obligataires, qui ont changé totalement la physionomie des économies. Ça veut dire que nous avions des économies qui étaient industrialisées depuis le 19e siècle, avec ce qu'on appelait même après une financiarisation ou une mondialisation à partir de la seconde partie du XXe siècle, mais qui n'était pas une financiarisation ou une mondialisation numérisée. Il y avait déjà de la monnaie, il y avait déjà des banques centrales. Tout le XXe siècle a vécu avec l'existence de banques centrales, la Réserve fédérale, la grande banque centrale du monde occidental a été créée en 1913, et la finance mondiale occidentalisée a été très organisée durant tout le XXe siècle. Sauf qu'à partir des années 90, la numérisation de la monnaie et la numérisation des échanges a permis, premièrement, la mondialisation numérisée, et deuxièmement, l'émission de titres obligataires beaucoup plus anarchique qu'elle ne l'était précédemment sur les marchés. Et un système obligataire contemporain qui n'est pas si vieux que ça, et qui date finalement, comme je le disais, des années 90, mais qui n'existait pas durant les années 60-70. Donc là, la situation qu'on a considérée comme étant la plus démocratique, entre guillemets, c'était les années de démocratie libérale, donc lorsqu'il y avait une capacité d'entreprise qui était régie principalement par l'offre et la demande, et lorsqu'il y avait des citoyennes, des citoyens, des entreprises qui pouvaient
parce qu'il existait une demande, tenter de répondre à celle-ci en proposant une offre. Et ça a été la démocratie libérale. Il y avait peu d'immigration, il y avait des frontières également. Il y avait des États qui étaient, on le soulignait, des États souverains qui collaboraient avec leur banque centrale, qui étaient des organismes d'émission monétaire. Je parle de l'Europe, là, principalement, parce que en Chine, c'est totalement différent, la situation s'est plutôt améliorée. Aux États-Unis, c'est très différent également, parce que les États-Unis n'ont pas fondamentalement décliné. La situation aux États-Unis, bien que les États-Unis déclinent, c'est un fait, est largement plus favorable que ce que la situation européenne est. Je parlais des PIB dans le monde. Vous prenez le PIB de la France en 1999, avant l'introduction de l'euro, c'est 4,50% du poids mondial. Aujourd'hui, c'est 2,76%. Les pays de la zone euro, c'était 21%. Aujourd'hui, c'est 13%. Le PIB dans le monde des États-Unis, en 1999, c'est 29%. Et ils ont perdu 4% seulement. Ils sont à 25%. Parce qu'il y a eu une émergence fulgurante des pays des BRICS, essentiellement, du Sud global. Mais on constate que malgré cette émergence énorme des pays des BRICS, les Américains ont largement moins décliné que les Européens. Et si vous observez également très froidement tous les secteurs d'activité qui représentent le noyau dur de l'économie, au-delà des structures monétaires, mais les secteurs d'activité, que ce soit la voiture électrique, le numérique, l'informatique, là aussi, vous voyez que les Américains ont un formidable temps d'avance par rapport à l'Europe. Et qu'évidemment, tout se passe également en Chine. Mais que les Américains sont largement mieux placés que les Européens, les grands perdants de la société moderne, si je puis dire, de la fin des démocraties libérales. Ça a été les États européens, bien plus que les États-Unis. Mais du coup, pour vous, il ne faut pas rechercher à tout prix l'égalité. De toute façon, elle n'existe pas, l'égalité, c'est pas possible. Est-ce qu'il faudrait plus chercher l'équité ? Oui, le principe du libéralisme, évidemment, est un principe de régulation par rapport à des règles qui sont égalitaires, mais qui n'ont pas pour objectif l'égalité. C'est-à-dire que la finalité n'est pas l'égalité. Or, effectivement, aujourd'hui, dans une société qui est un peu plus socialiste qu'elle l'était avant, qui est beaucoup plus socialiste, c'est-à-dire avec beaucoup de dépenses publiques, beaucoup d'organisations collectives, on s'aperçoit que l'égalité est une quête qui est brandie par la plupart des politiques et des analystes. Moi, personnellement, je suis... Ça rassure. Ceux qui la représentent pensent que cela séduit. Est-ce que c'est parce que aussi demandent les citoyens plus d'égalité ? Non, je pense que c'est une déviance de beaucoup d'idéologues qui s'imaginent que dans un schéma très manichéen, ils seront appréciés et ils seront accueillis comme étant des bienfaiteurs parce qu'ils prônent l'égalité. Dans l'égalité brandie, en tout cas comme modèle, il y a ce sentiment que l'on va être accueilli comme quelqu'un de généreux ou de bienfaiteur. Lorsqu'on est un politique ou un idéologue, si vous arrivez en disant « je veux couper dans la dépense publique », on dit « salaud, il veut plus qu'il y ait d'aide sociale », entre guillemets. Donc il veut laisser les pauvres rester très pauvres. Alors que c'est exactement l'inverse. Moi, quand je dis « je voudrais qu'on coupe considérablement dans la dépense publique », mais de notre côté, qu'on oblige à toutes les sociétés qui proposent des services en France de relocaliser ces services. Ça veut dire que lorsque vous avez des plateformes téléphoniques, par exemple, qui sont logées dans des pays où la main-d'œuvre est employée à bas coût, et qui fournissent un service en France, on met fin à ce système-là et on impose aux sociétés qui usaient de ce mécanisme de relocaliser ces services. Et là, vous allez permettre à des populations françaises, notamment européennes, de vivre de leur travail et pas de vivre des aides sociales. Après, depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, on voit quand même un mouvement plus ou moins significatif de réindustrialisation en France. À quel niveau ? Non. On n'a jamais réindustrialisé autant. Ah non, au contraire. Non. Emmanuel Macron a été un président qui a poursuivi une politique de désindustrialisation massive de la France, et je dirais même de dépossession massive de la France. Il faut regarder la situation des ETI. Il y a encore une dizaine d'années, vous aviez, ou dans le nucléaire notamment, Emmanuel Macron a été l'un des fossoyeur, je le dis très clairement, de Alstom, qui était un fleuron français, qui était essentiel à notre souveraineté énergétique, et qui faisait travailler beaucoup également de concitoyens, qui a été vendu aux Américains. La fermeture aussi de Fessenheim, mais ça date de
de François Hollande. Enfin, c'est une décision de Emmanuel François Macron Hollande. était ministre de l'économie de François Hollande et conseiller de François Hollande précédemment. Et quant à la réindustrialisation d'Emmanuel Macron, elle n'existe pas. Il a fait de la France un pays passerelle au maximum dans son processus de réindustrialisation. C'est-à-dire que vous avez des sociétés, par exemple dans les batteries, qui sont étrangères, qui sont venues en France pour exploiter à leur avantage nos marchés. Mais citez-moi des sociétés françaises qui font travailler des Français et qui font du chiffre d'affaires en France, qui ont vécu des heures de prospérité depuis l'ère Macron. Il n'y en a pas une seule. J'en ai pas en tête. Vous aurez du mal à en trouver. Je chercherai. Pour passer maintenant à la modernité, on va parler de Arendt, Hannah Arendt, qui est une penseuse de la crise au sens de la dissolution des valeurs à l'œuvre dans la société contemporaine, mais aussi la crise comme révolution, éruption de l'événement dans le réel. Hannah Arendt, dans La condition de l'homme moderne, établit une triple caractérisation de la condition humaine. L'existence humaine consacrée à la vita activa, l'homo faber et l'animal laborans. Ces trois caractérisations sont marquées respectivement par trois activités: l'action politique, la création d'œuvres, l'artisanat notamment, et enfin le travail. La modernité, selon elle, a vu le sacre de l'action, donc de l'animal laborans. Or, l'activité de ce dernier, donc le travail, a engendré l'isolement des hommes par rapport aux autres et au monde. L'uniformité et l'unité sont donc les caractéristiques majeures de la modernité. Hannah Arendt prône un retour aux sources grecques, à savoir l'inversion des valeurs, donc remettre l'action tout en haut et le travail tout en bas, chose qui a été totalement bouleversée au XIXe siècle avec la révolution industrielle. Aujourd'hui, comment, selon vous, on pourrait retourner aux sources grecques? Et surtout aussi, est-ce vraiment nécessaire, au fond, de retourner aux sources grecques? Michel Onfray, qui est un penseur de notre temps avec lequel je ne suis pas perpétuellement en phase, en accord, mais qui est un penseur brillant, dit régulièrement cette phrase: il y a des prospérités au vice et des malheurs à la vertu. Et la question du vice et de la vertu est prépondérante, notamment dans la modernité. Parce que la première définition de la modernité occidentale, lors de l'an 1000 environ, était la prise de conscience des limites de l'homme, prise de conscience effectuée dans une partie du monde, qui était le monde occidental. Et, corollaire à cela, la faculté que nous allons déployer sur Terre lors d'une aventure humaine brève pour tout le monde, et certains en ont moins conscience que d'autres. Moi j'en ai conscience, j'ai l'impression plus que d'autres, mais probablement que beaucoup en ont conscience. Et ce qui peut nourrir une volonté d'action, justement, immédiate, et de satisfaction également immédiate, mais pas négative. Comment allons-nous faire pour dompter cette enveloppe humaine, ces limites humaines, puisque nous avons pris conscience que le ciel ne nous protégeait pas de tout? Alors là, je parle d'un point de vue plus croyant en l'an 1000 qu'aujourd'hui. Personnellement, je suis athée, et aujourd'hui, la religion a moins de poids, moins d'impact sur l'idéologie et sur les raisonnements philosophiques qu'elle n'en a eu en France, en tout cas. Dans pays, c'est pas le cas. C'est un peu partout dans le monde. Il y a eu plutôt un déclin du poids de la religion sur les raisonnements à la fois scientifiques et philosophiques, partout dans le monde. Après, il y a des régions du monde où la religion est encore très prégnante, mais en termes de raisonnement, d'organisation de société, de philosophie et de science, la religion a moins d'impact un peu de partout. Et donc la première définition de la modernité occidentale, c'est celle-là, c'est la prise de conscience du réel. Et le réel, c'est le rationnel. Et aujourd'hui, dans la plupart des classes politiques, médiatiques, ou même parfois scientifiques, ce qui est inquiétant, et universitaire, l'irrationnel a pris le pas sur le rationnel. Et lorsque vous cherchez à avoir un raisonnement rationnel, vous faites forcément en face de vous la projection de votre propre contradicteur, pour vous pousser dans vos retranchements. Et c'est une habitude à laquelle il faut céder lors d'un temps très bref, très court, le temps d'un flash. Et aujourd'hui,
les déviances de la société occidentale sont rassemblées en ce fait que la plupart des personnes qui réfléchissent, qui raisonnent, qui décident, prennent des décisions principalement par rapport à l'axe irrationnel de ce qu'ils étudient, plutôt que par rapport à l'axe rationnel. Ça veut dire que nous avons détourné une des facultés principales de l'Occident, qui était de reconnaître le vice de la vertu, de comprendre ce qu'était le vice et ce qu'était la vertu, de comprendre et d'admettre également que le vice avait des points positifs et que le vice n'était pas forcément négatif, et c'est pour ça que je citais Michel Onfray, il y a des prospérités au vice et des malheurs à la vertu, et que pour autant, il ne fallait jamais se détourner de l'idée que nous avions compris ce qui était vertueux, ce qui était réellement de la valeur et ce qui n'en était pas. Dans les raisonnements économiques, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, l'on ne comprend plus ce qui crée de la valeur et ce qui n'en crée pas. Et on commence, c'est Emmanuel Todd dans son dernier ouvrage qui l'explique, en tout cas qui émet l'idée assez bien, qu'il ne l'approfondit pas plus que cela, il le dit d'ailleurs, mais il l'explique, il émet l'idée assez brillamment, que le produit intérieur brut ne suffira plus à quantifier la création de richesse. On ne peut pas considérer, lorsque l'impression monétaire est purement instrumentalisée, on s'en aperçoit aujourd'hui, avec des processus de quantitative easing, qui plus est, on peut imprimer beaucoup de monnaie, on peut imprimer de la monnaie dans des secteurs très définis, comme lorsque les États émettent des titres obligataires verts, par exemple, qui sont achetés par la Banque Centrale Européenne, lorsque la Banque Centrale Européenne procède aux achats massifs des titres obligataires des États dont elle régit la monnaie. Ce qui n'était pas son rôle à la base. Ce qui n'était pas son rôle, ce qui était même interdit. Parce que pour qu'il y ait une stabilité monétaire, il fallait que la Banque Centrale Européenne ne puisse pas acheter les titres obligataires des États dont elle régissait la monnaie. Mais elle a violé les traités en disant qu'elle était forcée de le faire parce que la situation était catastrophique, parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a eu... Alors, effectivement, mais pour d'autres raisons, elle a été forcée de le faire surtout parce que nous avons vécu 20 années d'irrationalité monétaire et de taux négatifs. Mais toujours est-il qu'à partir de là, lorsque la monnaie est un outil, et pas seulement un instrument, vous ne pouvez pas considérer que l'augmentation d'un volume monétaire représente une augmentation de la création de valeur, de la création de richesse. Et ça, personne n'ose le dire aujourd'hui. Si vous dites, par exemple, je peux me faire beaucoup d'ennemis de ma génération, par exemple, en disant que le rap a moins de valeur que la musique classique, ben, c'est une réalité. Et vous avez beaucoup de gens qui vous diront « mais non, mais j'aime beaucoup le rap, pourquoi dire que le rap, sur le plan de la musique, est moins riche que la musique classique ?» Eh bien parce que c'est une réalité. Au même titre que dans l'architecture, l'architecture du baron Haussmann était d'une qualité supérieure à... C'est subjectif, ça. Non. C'est pas une réalité. Ah non. C'est l'architecture ou la musique, ce sont des goûts propres à chacun. On ne peut pas dire que c'est supérieur. Non, c'est là où on se trompe. C'est là où on se trompe, parce que si vous prenez une femme qui va aimer les hommes musclés et une femme qui va aimer les hommes qui ne sont pas musclés, ça ne voudra pas dire que les hommes musclés sont moins forts que les hommes qui ne sont pas musclés. Et pourtant, la femme qui aime les hommes musclés va dire « moi, je pense qu'il est plus fort, celui-ci ». Oui, c'est une réalité. L'homme musclé est plus fort. Et pourtant, il y a les hommes musclés qui vont avoir moins de succès auprès des femmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça n'a pas d'impact sur la réalité de la personne. Le goût est qu'une femme peut aimer un homme pas très musclé et qu'une autre femme peut avoir une propension plus développée à tomber amoureuse d'un homme musclé. Ça, c'est le goût des deux femmes. Mais par contre, la réalité est que l'homme musclé va avoir plus de force que l'homme qui n'est pas musclé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et sur l'architecture, c'est exactement la même chose. L'architecture du baron Haussmann était plus qualitative que l'architecture des logements sociaux qui sont livrés par Bouygues aujourd'hui ou par Kaufmann & Broad. Pour quelle raison ? Par rapport à la qualité des matériaux, parce que c'était des matériaux qui étaient étudiés également dans leur mise en service pour être magnifiés parfois même par le temps qui passe, par le vieillissement, que ce soit le fer, la pierre qui se polit, les verres également, qui avaient une durée de vie qui était beaucoup plus longue, et des verres qui étaient sculptés en prenant en considération des réalités naturelles et des réalités physiques de circulation, de l'air notamment, et des échanges naturels. Ce qui n'est pas le cas dans l'architecture moderne, par rapport à d'autres contraintes. Là, si vous prenez l'exemple des logements sociaux, c'est la nature, la finalité n'est pas la même. Alors, moi, je pensais... La finalité n'est pas la même, mais c'est le monde que nous construisons aujourd'hui. Donc est-ce que l'architecture d'aujourd'hui est moins qualitative de ce côté-là ? Elle l'est moins.
Si vous parlez de la tour Burj Khalifa à Dubaï, Voilà, je voulais en venir. Évidemment que c'est une prouesse et que cette architecture est qualitative. Donc ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que la tour Burj Khalifa de Dubaï représente de la richesse ? Oui. Est-ce que la création des logements sociaux construits par rapport à un champ normatif absurde et qui va même au contraire du sens de la vie dans un appartement ou dans un logement représente de la richesse ? Non. Et lorsque je parlais de musique ou de maîtrise de la langue, là c'est flagrant. Ouvrez un prix Goncourt aujourd'hui, ou un prix Femina, un livre que l'intelligentsia littéraire considère comme atteignant des sommets ou représentant une certaine perfection, puisqu'il reçoit un prix littéraire, et vous vous apercevrez que cet ouvrage est écrit par une personne qui maîtrise bien moins correctement la langue française qu'un ouvrage qui représentait un fleuron du XVIIIe siècle. Après, parfois, pour certains auteurs, écrivains ou écrivaines, le temps peut faire son œuvre. C'est-à-dire qu'on peut juger qu'un ouvrage n'est pas qualitatif, et ça c'est vu aussi par le passé au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, et que 100 ans plus tard, même 50 ans, on l'érige pas monument, mais grande œuvre littéraire. Mais comme je disais mais comme je disais précédemment, le bon sens occidental était de reconnaître la richesse, de savoir reconnaître la richesse. Et il y a de la richesse qui est créée aujourd'hui. Je parlais d'architecture sur certains pans de l'architecture, mais de notre côté, la plupart des produits que nous fabriquons, que nous concevons, sont d'une qualité factuellement inférieure aux produits ou aux services que nous produisions il y a 2 siècles. On rappelle que vous avez écrit un ouvrage sur l'architecture. Et vous avez fait des études d'architecture. Non, je n'ai pas fait des études d'architecture, j'ai étudié la philosophie et l'immobilier ensuite. Et j'aurais pu faire des études d'architecture parce que lorsque je me suis trouvé à un âge où il fallait faire un choix d'études, j'ai hésité entre des études de philosophie et d'architecture. Et je ne suis pas devenu architecte, mais je suis resté passionné d'architecture et j'ai écrit ce livre qui est à la fois philosophique et qui traite d'architecture sous un angle philosophique, qui s'appelle Aphorisme sur l'architecture, et qui avait été préfacé par Rudy Ricciotti, Grand Prix national d'architecture, qui est un ami, l'un des personnages clés de ma vie que je salue parce que il m'a donné ma chance lorsque j'étais jeune et à la fois inexpérimenté, surtout que je n'avais aucun contact et aucune étoffe, si je puis dire. Je lui ai envoyé ce manuscrit, et non, je lui ai envoyé d'ailleurs un manuscrit d'un livre de l'ouvrage précédent qui était un livre de philosophie qui s'appelait Instinct mimétique et solitude asservie, parce que j'avais une certaine sensibilité par rapport à ses raisonnements philosophiques. Il n'a pas écrit de livre de philosophie, mais il a écrit une vingtaine de pamphlets, et il fait des interventions qui sont régulièrement philosophiques. Et je lui ai envoyé ce manuscrit, et il m'a fait une réponse. Il m'a proposé de passer le voir. Je suis allé à son bureau. Nous avons discuté, ensuite on a eu une relation d'amitié beaucoup plus poussée et beaucoup plus fiable, et il a fait partie des personnages clés qui m'ont laissé ma chance d'une façon presque mystique. Vous savez, dans la vie, moi je suis pas croyant et je suis pas mystique non plus, mais vous vous apercevez, lorsque le temps a passé, qu'il y a des événements qui étaient improbables, presque absurdes, mais qui ont changé tout le cours de votre vie. Le hasard. Le hasard, le destin. Oui. Pour revenir à la question de la modernité, donc si j'ai bien compris, vous êtes plutôt en phase avec ce que dit Hannah Arendt. Il y a une phrase de Hannah Arendt, je vous le disais lorsque vous m'avez évoqué Hannah Arendt, qui m'a persécuté, c'est « Le progrès et la catastrophe sont l'envers et le revers d'une même pièce ». Parce que le progrès comme la catastrophe mènent à l'accident. Et là, il y a un autre architecte dont j'ai beaucoup apprécié la teneur des écrits, qui s'appelle Paul Virilio, qui prenait tous les événements sous l'angle de l'accident. Et lorsque vous exécutez le moindre des mouvements, il y a déjà un accident par rapport à l'air, puisque vous bousculez l'air. Et donc cette évolution, ce progrès, ce mouvement représente un accident de notre côté. Et ce que dit Hannah Arendt s'inscrit totalement dans la pensée de Virilio, en disant que lorsqu'il y aura progrès, il y aura également catastrophe, sous un autre point de vue, sous un autre angle. Donc la question du progrès aujourd'hui que l'on doit se poser pour être très concret, très factuel, est que si nous usons de catastrophe
il faut que ce soit pour progresser, mais pas pour régresser. Parce qu'à partir du moment où il y aura mouvement, il y aura forcément une catastrophe. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de catastrophes sans progrès. On s'en aperçoit sur un point de vue écologique. Et moi qui suis plutôt de droite, on va dire, libéral en tout cas, je suis profondément écologique. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'on ne peut pas considérer que l'écologie est l'apanage de la gauche, comme on ne peut pas considérer que le mouvement de la réflexion par rapport à la mondialisation et de certains ravages de la mondialisation doit être l'apanage de la gauche non plus. Non, l'apanage du sang de la droite moderne, ça doit être d'analyser les préceptes du libéralisme, les préceptes de l'écologie, les préceptes de l'évolution. L'écologie, c'est Giscard d'Estaing d'ailleurs qui disait très justement, l'écologie est une valeur de droite puisqu'elle consiste à entretenir ce que l'on a. Et qu'un certain conservatisme est également une valeur de droite. Et effectivement, dans le sens de l'écologie, il faut qu'il y ait une écologie qui soit très concrète mais qui ne soit pas punitive. Ça veut dire que si vous avez des chaînes courtes de production, consommation, vous avez à la fois du libéralisme et de l'écologie. Si vous avez un champ normatif très strict, vous avez des dépenses d'énergie et d'argent qui sont symboliques, mais vous n'avez pas de valeur écologique créée. Le grand problème aujourd'hui, c'est que l'écologie est devenue bureaucratique. Les cahiers des charges, les champs normatifs en termes de production agricole sont purement scandaleux. D'où la contestation. À l'heure actuelle, on enregistre ce podcast, les agriculteurs bloquent plusieurs axes autoritiers pour justement contester. Et c'est encore autre chose, eux ils contestent d'avoir été pris à netto et de ne plus pouvoir vivre de leur travail. Mais c'est aussi contre la bureaucratisation, ce que vous avez dit. Oui, mais pas forcément sur le plan de la qualité. Parce que, et c'est là aussi où il faut rejoindre, où il faut faire la part des choses. Les agriculteurs français se plaignent du champ normatif qui sanctionne leur faculté à générer des richesses pécuniaires et de vivre de leur travail. C'est parfaitement légitime. Et il faut aller... On ne peut pas mélanger tous les sujets comme le font certains politiques, justement, de premier plan aujourd'hui, mais qui mènent une politique qui va à l'encontre, justement, de la politique agricole qui serait souveraine. Le marché agricole français est quand même déficitaire. Si vous enlevez les vins et les spiritueux, parce qu'on ne se nourrit pas de spiritueux, le marché agricole est déficitaire. En Europe, on est par contre, à l'étranger, on exporte plus que ce qu'on importe hors Europe. Avec les vins et spiritueux. De manière générale. Oui, mais quand on parle d'agriculture, on ne parle pas vraiment de spiritueux. Donc ça veut dire que ce sont les spiritueux qui tirent vers le haut le marché agricole. Mais si vous parlez réellement de l'agriculture, du marché agricole français, il est purement déficitaire. Le marché agricole est déficitaire depuis le 2019. Après, évidemment, que si on prend en compte les vins et les spiritueux, qui relèvent le... C'est un peu... on ne peut pas se réfugier derrière des calculs qui sont faussés. Ça correspond à ce que je disais précédemment par rapport au PIB. Quand vous avez un produit intérieur brut en France, avec 2600 ou 700 milliards de PIB et 60% de dépenses publiques par rapport au PIB, déjà vous avez 60% dans le PIB qui est de la dépense publique. Et vous avez aussi des groupes qui sont installés ici, mais qui ne font pas travailler de la main-d'œuvre française et qui ne vendent pas à des Français. Donc oui, vous avez un gros PIB, mais ça ne veut pas dire que vous avez de la richesse. Et c'est exactement pareil sur le marché agricole. Le marché agricole n'a jamais été représenté par les spiritueux. Donc on ne doit pas prendre en considération les spiritueux parce qu'ils sont le point positif pour se dire que le marché agricole n'est pas déficitaire. Non, le marché agricole français est déficitaire aujourd'hui. Pour revenir à la modernité et justement pour comment faire pour retourner aux sources grecques, est-ce que l'intelligence artificielle peut être un bon outil? Je m'explique. Mais partons d'un postulat. Je ne dis pas que c'est vrai, le futur nous le dira. L'intelligence artificielle va transformer le monde du travail, il le fait déjà à l'heure actuelle, ce qui va pouvoir laisser aux citoyens plus de temps pour se divertir, pour le loisir. Et dans ce cas-là, il pourra se concentrer plus à la vie politique, à la chose politique, ou alors aussi à la création d'œuvres. Est-ce que cela signifie que c'est une forme de fin du travail, entre guillemets, ou du moins sa transformation? Et est-ce que c'est l'intelligence artificielle permet justement ce retour au grec, ou est-ce que c'est une illusion? Malheureusement, je ne crois pas qu'au-delà de l'intelligence artificielle, la configuration qui sera celle de demain nous ramène à des préceptes grecs que je convoquerai volontiers, personnellement. En revanche, ce que vous dites tombe sous le sens et la grande question du moment, vous avez raison de l'aborder,
évidemment que l'intelligence artificielle va modifier les perceptions, les organisations. Elle est là, qu'on le veuille ou non. Le seul segment, le seul axe qui permettrait, selon moi, de se diriger à nouveau vers des préceptes grecs en termes d'organisation de la société, c'est la prise en considération de la dimension organique de l'homme et de la femme, de l'humain, c'est-à-dire de la vie, c'est-à-dire du corps et des mécanismes chimiques de l'esprit. Nous n'avons jamais aussi mal mangé qu'aujourd'hui dans un pays comme la France, qui était quand même un grand pays d'agriculture, un pays de gastronomie. Nous nourrissons essentiellement de calories vides, ce qu'on appelle des calories vides, c'est-à-dire qui apportent des calories, des aliments qui ont une charge calorique parfois élevée, mais une charge calorique, mais qui en proportion sont dénués de nutriments, de minéraux et de tout ce dont le corps a besoin. L'avenir de la société et de notre civilisation viendra de la prise de conscience du drame de santé publique, d'hygiène de vie plus que de santé publique, qui va conduire l'humain vers un degré d'improductivité et de mal-être sans précédent, dont on voit déjà les affres et dont on connaît déjà les affres. Le surpoids, le diabète, la recrudescence de cancer chez les jeunes, de maladies inflammatoires notamment, tout ça n'est pas le fruit du hasard. Et là, je parle simplement d'alimentaire, mais je veux dire, si vous regardez, vous observez l'omniprésence des ondes, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'appareils numériques et qu'il faut... Non, ça n'est pas la question, mais ça veut dire que là aussi, il faut avoir, dès le départ, une prise de conscience de la réalité et se dire que nous devons prendre en considération, pour la construction à la fois de l'architecture et de l'organisation générale de la société, les méfaits des ondes par rapport à l'usage que nous allons en faire. Et ça, le politique le laisse totalement de côté pour le moment. Mais l'intelligence artificielle peut-il nous aider à avoir plus conscience de la réalité ou pas ? Ou est-ce que c'est... Sous certains axes, oui, probablement, mais sous d'autres, encore moins. Évidemment que l'intelligence artificielle va, d'une part, amener à une dimension de plus en plus esthétisante par rapport au raisonnement, ce qui est plutôt un point négatif, comme l'informatique l'a fait. On s'aperçoit que les générations passées avaient beaucoup plus de facilité à tenir une conversation, à respecter, à profiter des blancs dans une conversation pour réfléchir et pour développer leur capacité de raisonnement, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'échappatoires numériques qui mettent fin, en quelque sorte, à ces blancs qui étaient important. Et donc, mais de notre côté, le numérique permet d'apporter des réponses à des interrogations qui peuvent être très ponctuelles et pour lesquelles auparavant nous n'avions aucune capacité à répondre. Donc il y a des points positifs et négatifs. D'une part, l'intelligence artificielle va probablement nous permettre de délaisser des raisonnements qui étaient chronophages mais qui n'étaient pas nourriciers en termes de réflexion. Mais d'autre part, dans 90%, ce qu'on qualifiera comme étant l'intelligence artificielle sera plus une assistance à l'intelligence qu'une véritable intelligence artificielle, parce qu'on ne comprend pas pour quelqu'un d'autre, mais on peut assister la compréhension ou les tâches de quelqu'un d'autre. Déjà, durant les années 50, et j'avais écrit un papier lorsque personne parlait d'intelligence artificielle il y a quelques années. Vous étiez en avance. J'étais en avance parce que l'université de Toulon m'avait commandé un papier sur l'introduction, une chaire qui s'appelait de Laurence Vadin, que je salue d'ailleurs, qui est une philosophe qui fait un travail formidable à Toulon sur l'intelligence artificielle depuis des années, et elle m'avait commandé une étude sur l'intelligence artificielle dans l'architecture, pour sa chaire Smart City qui est parrainée par Boris Cyrulnik. Et dans ce papier, à l'époque où ChatGPT n'existait pas, personne parlait vraiment d'intelligence artificielle, j'avais décrypté les mécanismes de l'intelligence artificielle. Et je précisais, et j'avais été invité d'ailleurs par la Maison de l'Architecture, par Olivier Leclerc pour traiter de ça, que dès les années 50, nous parlions d'intelligence artificielle, alors qu'on s'en aperçoit aujourd'hui, nous étions sur un territoire qui était totalement de l'assistance à l'intelligence, de la domotique en quelque sorte, mais que ça n'était pas de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle existe depuis des années par le biais d'outils numériques, et généralement, il y a toujours un temps d'évolution, de latence, d'innovation qui fait que les avancées sont tellement spectaculaires qu'on a l'impression qu'il s'agit véritablement d'intelligence et plus d'assistance. Mais bien souvent, on est toujours sur un territoire d'assistance, mais pas d'intelligence indépendante. Alors, ce qui pose problème, du coup, pour la participation à la vie politique. Du coup, ça n'irait pas dans le sens d'Hannah Arendt. Parce que la question qu'on doit se poser, c'est, bien sûr, ça n'irait pas du tout dans le sens d'Hannah Arendt, mais ça irait dans le sens de peu de philosophes, je pense. C'est quelle est
la capacité d'une intelligence distincte d'une autre forme d'intelligence de décider pour cette autre forme d'intelligence. Par exemple, avec l'architecture paramétrique, si on parle d'architecture et de conception architecturale, on s'aperçoit que l'architecture paramétrique est une forme d'intelligence artificielle qui permet d'étudier en un temps record des raisonnements qui nécessitaient des milliers de pages de calcul d'ingénieurs qui travaillaient en collaboration avec des architectes, et donc d'aller beaucoup plus loin dans l'innovation que ce que nous pouvions le faire précédemment. Ça veut dire que c'est une intelligence, il s'agit d'une intelligence qui va mettre au service dont l'homme va mettre au service sa capacité d'exécution pour le matériel qui va être utilisé par l'homme. Donc c'est une intelligence qui n'est pas régie par les mécanismes de récompense ou d'ambition ou de volonté ou de raisonnement purement rentable, comme l'est l'intelligence humaine. Pour finir, nous allons aborder la question de l'Europe, notamment avec l'intégration qui est en cours de l'Ukraine à l'Union européenne. Pour rappel, en début d'année 2022, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie ont envoyé leur candidature d'adhésion à l'Union européenne. Elles ont depuis obtenu le statut de candidat de la part des 27, mais le processus d'intégration à l'Union européenne est long et exigeant. Le processus d'intégration est long, puisqu'il doit respecter le droit du pays candidat de devenir conforme au droit européen. Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Le droit du pays candidat doit se conformer au droit européen. Il y a ce qu'on appelle les critères de Copenhague, il y en a 3, des institutions stables, une économie de marché viable et l'acquis communautaire. Aujourd'hui, est-ce qu'une intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne est-elle la seule et la bonne solution pour garder une influence dans ce pays, notamment vis-à-vis de la Russie ? Ce qu'il faut noter par rapport à ce que vous venez d'évoquer, qui est très juste, c'est que l'Union européenne a pris cette fâcheuse tendance, et la Banque centrale européenne également, d'aller à l'encontre des traités qu'elles avaient elles-mêmes décidé, décrété. Ça veut dire qu'il ne fallait pas dépasser tant de déficit public, il ne fallait pas dépasser 96% d'endettement par rapport au PIB, sinon l'État qui les dépassait devait quitter sur le champ l'Union européenne. Et aujourd'hui, la France est à 113% d'endettement par rapport à son PIB. Et quant aux critères que vous soulignez, qui sont très justes, effectivement, qui sont que le pays qui a pour vocation d'intégrer l'Union européenne doit avoir une économie stable, ne doit pas être un pays en guerre, exclurait immédiatement l'Ukraine. Et pourtant, on envisage, et la Commission européenne, ardemment, une intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. On ne peut pas faire comme l'Espagne, comme on a fait avec l'Espagne, et je crois aussi la Grèce, à savoir qu'on savait que leur économie n'était pas totalement prête, et on a fait une période de transition avant qu'ils puissent... ils ont intégré l'Union européenne, mais il y a eu des mesures, ils ont dû faire des mesures pour l'intégrer. C'était l'état de grâce lors duquel l'Union européenne aurait pu prendre un bon tournant. Moi, je ne suis pas anti-européen, je ne suis pas quelqu'un qui est anti-européen, et j'aime l'Europe d'ailleurs, j'aime l'Europe comme territoire européen, et j'aime les nations européennes. Je suis d'origine italienne, je suis né en France, et d'une partie de parents français, j'aime la France, et j'aime beaucoup d'autres pays européens. J'ai été passionné par la philosophie allemande qui a bouleversé ma vie, et par la culture européenne, mais être européen, c'est ça avant tout. Ça n'est pas être pour la Commission européenne telle qu'elle est, ou pour être favorable à une monnaie commune. On peut très bien être profondément européen sans avoir une monnaie commune. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc, pour répondre à votre question, les traités qui avaient été modifiés lorsque l'Union européenne était en phase prétendument ascendante, c'est une situation qui est révolue. Aujourd'hui, on ne pourra pas sans cesse violer des traités qui ont déjà été violés pour les modifier et les remodifier en disant qu'à l'avenir, on arrivera à éponger les déviances. Ça ne pourra plus fonctionner. Donc ça veut dire qu'on est plutôt en train de vivre un éclatement de l'eurosystème, je crois que tout le monde le perçoit, et qu'il faudrait être aveugle pour s'imaginer que l'Europe fonctionne aujourd'hui. Je suis peiné pour les européistes convaincus, l'Europe ne fonctionne pas, c'est une réalité. Ursula von der Leyen prône une Europe à 30. Oui, mais Ursula von der Leyen, je ne veux pas être méprisant, mais c'est quelqu'un qui a fait un travail en Allemagne qui a fait que la population ne pouvait plus la supporter, qui est arrivé à la Commission européenne avec une
volonté de défendre un petit peu l'Allemagne, mais certainement pas de créer des nations fortes au sein de l'Union européenne. Et je parle même pas du droit de regard que les populations, que les entreprises ou que les politiques des États membres peuvent avoir sur la Commission européenne et sur les actions de Madame von der Leyen. Von der Leyen est une erreur de parcours dans l'histoire européenne. Ursula von der Leyen est une erreur de parcours dans le schéma européen et dans l'histoire de l'Europe. Du coup, il ne faudrait pas un nouvel élargissement. Le dernier date de 2013 avec la Croatie, il me semble bien. D'ailleurs, la Croatie avait présenté sa demande d'adhésion en 2003. Ouais. Donc 10 ans pour... Ils ont intégré l'eurozone en début d'année passée, en 2023, la Croatie. Ils ont intégré l'eurozone et leur dette publique a explosé en 2 mois. 2 mois après, ils avaient pris 20% de dette publique, ils étaient à 60% de leur PIB, ils étaient à 80% au mois de mars environ. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des pays dans l'Europe, parce qu'il faut résumer la situation pour que les gens comprennent bien ce qui se passe, c'est que vous avez une Union européenne avec des décisions politiques qui sont littéralement aberrante sur le plan de la santé publique, de l'agriculture. Ça a mis à mal notre système agricole, ça a mis à mal nos souverainetés énergétiques, le nucléaire français. Ça, c'est un pan. Et on n'est pas sur un terrain monétaire. Et vous avez de notre côté un terrain monétaire qui est également irrationnel. C'est-à-dire que les organismes d'émission monétaire des États existent encore, mais ils n'ont plus de capacité d'émission de monnaie. Vous avez une banque centrale européenne qui rachète les titres obligataires des États membres. Et vous avez une imposition qui n'est pas commune, mais des règles qui sont communes en termes de monnaie. Comme je le disais précédemment, vous avez des pays comme l'Allemagne, qui étaient des gros pays industriels, des pays comme l'Espagne, qui étaient de gros pays immobiliers et agricoles, et des pays comme la France, qui étaient des grands pays de services, et après des économies très touristiques, les PIG, Portugal, Grèce, ces pays qui étaient des petits pays. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si l'Europe avait été une réussite durant les années 2000, la France et l'Allemagne auraient pu forger, j'exclus les Britanniques, qui n'ont jamais été sanctionnés par l'euro et qui étaient sans y être totalement in-out. Mais si l'Europe avait été un succès, la France et l'Allemagne pouvaient caresser, et j'aurais caressé cet espoir-là, de devenir des grandes puissances mondiales. Mais la Grèce ne serait jamais devenue une grande puissance mondiale. C'est comme si vous donnez une capacité d'endettement de 200 millions d'euros à une grand-mère qui vit dans un studio en Normandie. Ça va lui attirer peut-être plus d'ennuis que de prospérité. Et c'est un peu ce qu'on a fait avec la Grèce. Ça veut dire qu'on a permis à la Grèce de se mettre dans une situation, je suis désolé de le dire pour les Européens qui ne s'en seraient pas aperçus, qui a été catastrophique. Parce qu'on peut quand même, d'un point de vue français, allemand, dire « Regardez, avec l'Europe, on a signé des chèques à la Grèce, on les a bien sauvés de la faillite. » Mais c'est quand même nous qui les avions mis dans la faillite. Ces pays-là sont des pays qui n'avaient aucun intérêt à être attirés dans le système européen, qui fonctionne, et je le dis régulièrement, sur quelque chose que beaucoup de gens ignorent, qui est le système sur le plan monétaire Target 2, qui fait qu'on ne réajuste jamais la balance des paiements. Pour en revenir à l'influence Ukraine-russe, du coup, ce serait pas une bonne solution d'intégrer l'Ukraine pour contrer l'influence russe. Alors, vous contrez pas la... Non, mais que la Russie a de quelle influence vous voulez parler ? Culturelle, voilà, exactement. Non, mais l'influence culturelle en Ukraine, moi je me suis rendu en Ukraine, j'ai rencontré Volodymyr Zelensky, j'ai rencontré beaucoup de diplomates ukrainiens depuis le début du conflit, j'ai échangé avec beaucoup d'Ukrainiens et j'ai eu des rapports très cordiaux, très agréables avec beaucoup d'Ukrainiens. Je les soutiens d'ailleurs dans leur défense, comme j'ai de la sensibilité également pour des femmes et des hommes russes qui peuvent se retrouver en deuil par rapport à la guerre. La guerre est le malheur de tout le monde, il faut quand même remettre les choses au clair. Et moi, je suis ni anti-ukrainien, ni pro-russe, ni pro-ukrainien, ni anti-russe. Mais il y a une réalité assez factuelle. Les Ukrainiens sont et seront toujours plus proches géographiquement de la Russie que de l'Europe. En sachant que le cœur de l'Europe et de l'organisation européenne, c'est l'Europe de l'Ouest. Ce sont les pays, Allemagne, France, Italie, Espagne. C'est pas vraiment la Pologne qui était le moteur de l'Europe telle qu'elle a été construite. Donc, quand vous dites il faut contrer la proximité russo-ukrainienne, on ne peut pas contrer une proximité qui est historique. Mais, donc l'Ukraine, selon vous, doit rester une zone tampon, une zone... Pas du tout, non. Est-ce que vous considérez que la Suisse est une zone tampon ou que l'Allemagne est une zone tampon si on dit qu'elle est plus proche de la France que de la Chine ? Géographiquement, la Suisse, c'est différent. Il y a des montagnes autour. Oh bah, en Ukraine aussi. Mais regardez l'Allemagne. L'Allemagne, ce n'est pas une zone tampon. Et pourtant, on a plus souvent parlé de couples franco-allemands que de couples
sino-allemand. C'est un point de vue français, oui, le couple franco-allemand. C'est un point de vue français, mais je veux dire, il y a une proximité géographique et culturelle par extension entre la France et l'Allemagne qui est assez évidente, comme entre la France et l'Italie. D'ailleurs, si vous allez dans les régions du nord-est de la France, vous avez des tendances beaucoup plus allemandes que dans le sud-est de la France, où sur le plan même de la gastronomie, de l'attitude, de la culture, la proximité avec l'Italie se fait bien sentir. Et c'est tout à fait le cas en Ukraine également. Donc l'Ukraine ne sera pas une zone tampon si elle ne fait pas partie de l'Union européenne. L'Union européenne imploserait aujourd'hui et n'existerait plus. Ce serait bien mieux pour les États, ça c'est mon point de vue personnel, et pour leur prospérité économique, pour la stabilité de leur monnaie, pour la croissance, mais ils ne deviendraient pas des États esselés ou coupés du monde. L'Union européenne nous a isolés. L'Union européenne ne nous a pas permis de travailler avec le monde. L'Union européenne a verrouillé, a muselé les entrepreneurs français, les intellectuels français. Je parle de la France, mais c'est le cas également dans les autres pays. Et pour l'Ukraine, je pense que l'Ukraine a un avenir qui est plutôt au-delà de la prospérité que ce qu'ils pouvaient espérer, bien qu'ils aient vécu des heures dramatiques, bien sûr, mais par rapport à la notoriété, si je puis dire, qu'ils ont vécu, et au soutien, ils ont un blanc-seing sur beaucoup d'appels d'offres aujourd'hui. Xavier Niel a investi dans la société de téléphonie ukrainienne 500 millions hier, justement. Et il va y avoir... Le monde est quand même tourné vers l'Ukraine, alors qu'il ne l'a jamais été. Vous parliez encore de l'Ukraine il y a 5 ou 10 ans, personne ne connaissait les détails de la vie ukrainienne ou de l'histoire ukrainienne. Pour terminer cette partie sur l'Europe, on va parler de l'Europe des nations et l'Europe fédérale. C'est un système institutionnel hybride, l'Union européenne. Le projet de Jean Monnet, qui a créé la CECA, opte clairement pour... qui a fait beaucoup de mal, lui aussi. Pour la supranationalité. Le traité de Rome de 1957 est un compromis comportant des éléments supranationaux et intergouvernementaux. Je ne vais pas refaire toute l'histoire de l'Union européenne, mais on l'aura compris, j'imagine que vous êtes plus pour une Europe des nations. Mais moi, je suis pour des nations avant tout, en prenant en considération que nous avons des nations qui font partie d'une culture occidentale et, dans un sens plus restreint et plus familier, d'une culture européenne. Et c'est en ce sens que je dis que je suis profondément européen. Par contre, considérer qu'il peut être vertueux de déléguer nos capacités de décision à une organisation qu'on appelle l'Europe, parce que c'est bien ça qu'il faut définir, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit l'Europe, on pense plus au territoire européen, mais on pense à la Commission européenne, ça veut dire à l'Europe sous l'acception politique, à cette organisation, ce gouvernement européen, c'est-à-dire le Parlement, Bruxelles, Strasbourg, cette organisation politique qui est un gouvernement à part entière, et qui est une banque centrale à part entière, la Banque centrale européenne, d'émission monétaire, donc il y a une action sur nos économies. Et évidemment que moi, c'est pas que je suis pour une Europe des nations, je suis contre un gouvernement européen. Je suis favorable à des structures européennes, c'est-à-dire à la coopération européenne telle qu'elle a existé à l'époque du général de Gaulle, qui permet de se réunir entre pays européens pour signer des accords de libre-échange avec des pays, par exemple d'Amérique du Sud, comme ça s'est fait, comme ça va continuer à se faire. Pas à signer les accords qu'on est en train de traiter aujourd'hui, c'est pas ce que je dis, mais je veux dire, je suis pour que l'Europe communique, qu'il y ait des sommets européens, mais je suis contre tout gouvernement européen. Et aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est tout simplement à un gouvernement européen, avec ses points positifs comme avec ses travers, et surtout avec ses travers et avec ses points négatifs. L'Europe a tout intérêt à avoir des nations et à avoir simplement des réunions de nations, mais certainement pas de Parlement européen. Il faut mettre à bas le plus tôt possible tout ce qui fait que nous déléguons nos capacités à la fois de puissance économique, monétaire et de souveraineté à l'Europe, au lieu de conserver cette capacité sur nos territoires, italiens, espagnols, français. Et on ne pourrait pas avoir dans quelques domaines une solution plus fédérale qu'aujourd'hui pour avoir plus de consensus et exister plus à l'échelle mondiale notamment. Par exemple, je pense au domaine militaire. Est-ce que faut-il
aller plus vers une armée européenne, enfin une défense européenne. Justement, c'est le seul sujet, c'est là où on voit l'agriculture. C'est là où on voit toutes les incohérences. L'agriculture, non, mais c'est là où on voit toutes les incohérences de l'Europe. C'est que autant nous avons eu beaucoup de cohésion sur tous les secteurs où il ne fallait pas qu'il y ait de cohésion punitive, et sur la défense, on s'en est bien aperçu, ou sur la santé publique lorsqu'il y a des nécessités. Là, on est totalement, pardonnez-moi de le dire, à côté de la plaque. Et dans les stratégies de défense, par exemple, on ne peut pas imaginer que les Anglais ne prennent pas des décisions qui soient réfléchies avec les pays voisins, parce qu'ils ne font plus partie de l'UE et parce qu'ils n'ont jamais fait partie de la zone euro. Si nous étions réellement attaqués sur le sol européen, ce qui pourrait se produire aujourd'hui, ce qui était une crainte dont on s'était parfaitement éloigné durant plusieurs décennies d'état de grâce et de sérénité, nous prendrions forcément au pied du mur des décisions communes avec l'Angleterre. Mais ça ne veut pas dire que nous devons déléguer à une puissance commune les décisions militaires. On le voit bien avec la Pologne, ce que ça amène comme déviance aujourd'hui. La Pologne est un pays qui a une histoire compliquée avec la Russie. La Russie est aujourd'hui le pays qui pourrait être le pays avec lequel nous vivrions des problématiques d'ordre belliqueux, ou le pays passerelle de ces problématiques d'ordre belliqueux, et la Pologne a déjà à la fois une rancœur, une histoire personnelle, une proximité avec la Russie. Donc on ne peut pas déléguer notre souveraineté en matière de défense également à une organisation commune. Mais la coopération européenne a existé de tout temps. Il ne fallait pas qu'il y ait von der Leyen, ou qu'il y ait Jean Monnet, ou qu'il y ait des personnes comme ça, ou Jacques Delors qui a été quand même l'ouvrier. De la Commission européenne de 1985 à 1995. Il a été président de la Commission européenne, mais il a surtout été président du saccage des pays européens. C'est surtout ça qu'il a présidé. Il a présidé le massacre des pays européens, et par l'intermédiaire de sa présidence à la Commission européenne. Mais je veux dire, c'est que tous ces ouvriers de ce qu'ils ont appelé la Commission européenne et l'organisation européenne ont été les exécutants, les fossoyeurs de la prospérité des pays européens. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça veut dire que moi, en réalité, tel que je me présente à vous aujourd'hui, je suis bien plus européen que tous ces gens-là, parce que je suis pour la prospérité des pays européens, alors que ces gens-là n'étaient pas pour la prospérité des pays européens. Ils ont été favorables à la création d'une organisation, et ils se sont réfugiés depuis, et je pense que beaucoup de personnes commencent à s'en rendre compte et s'apercevoir de la supercherie, ils se sont réfugiés, cachés derrière un mot qui était l'Europe. J'aime l'Europe, oui, ben moi aussi j'aime l'Europe, mais j'aime l'Europe quand elle est forte, et j'aime les nations lorsqu'elles sont souveraines, et j'aime la cohésion d'Europe, de pays européens. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait une gouvernance européenne. Un mot pour finir sur les prochaines élections européennes qui auront lieu en juin 2024. On voit dans l'Europe la montée de ce que certains, enfin même de l'extrême droite, enfin ce qu'on qualifie d'extrême droite, après chacun a sa définition d'extrême droite, là aussi, qui varie selon les pays. On revient à ce qu'on disait au début de la discussion. Aujourd'hui, tout le monde a sa définition d'un petit peu tout, alors qu'en réalité, l'extrême droite a une vraie définition qui est historique, qui est même purement étymologique, et je ne vois pas de remontée de l'extrême droite en Europe aujourd'hui, ni en France d'ailleurs. Je vois aucun mouvement d'extrême droite participant à des élections. Vous pensez que la montée de l'extrême droite en Europe, en tout cas dans les sondages, ce n'est pas inquiétant pour... S'il y avait une montée de l'extrême droite en France ou en Europe, étant donné que je ne suis pas d'extrême droite, je peux vous dire que je serais inquiet. Et je ne le suis pas du tout, parce que je ne vois aucun représentant politique qui soit d'extrême droite. Je le regrette profondément. Aujourd'hui, quand j'entends le Mediapart qui titrait... En France ou en Europe ? Ni en France, ni en Europe. En Europe non plus. Vous pensez à Viktor Orban en Hongrie ? Oui, notamment. Non, on n'est pas sur un territoire d'extrême droite. Quelles sont les figures majeures de l'extrême droite pour vous ? Je vous pose une question. En France... Dans le monde, les représentants, si vous devez répondre en 5 secondes, qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on parle de représentants d'extrême droite ? Bolsonaro, Javier Milei, Viktor Orban. Ok. Moi, je vais vous dire, les représentants qui me viennent à l'esprit en premier lorsqu'on parle d'extrême droite, c'est Mussolini, Adolf Hitler, Franco. Le contexte n'était pas le même. Les actes, surtout. Je pense que l'extermination des Juifs est quand même un acte un petit peu plus dramatique que la suppression du ministère de la Culture et de quelques ministères en Argentine. Je veux dire, il faut quand même savoir, si on parle des massacres de l'extrême droite, ou plus largement, et là il faut redéfinir le concept également, et ça prendrait trop de temps, mais du fascisme,
on s'aperçoit qu'il y a une définition très exacte. L'extrême droite, ça existe. L'extrême gauche, ça existe aussi, d'ailleurs. Oui. Mais ça n'est pas Raphaël Glucksmann. Et dans l'absolu, Jean-Luc Mélenchon est beaucoup plus d'extrême gauche que Marine Le Pen est d'extrême droite. Mais voilà, je veux dire, quand même, c'est presque un manque de respect aujourd'hui, je pense, pour le peuple juif, d'ailleurs, qui a été victime de... Je ne fais pas partie des personnes qui, on va dire, défendent bec et ongle Israël vis-à-vis de la Palestine, pas du tout. Je porte un regard tout à fait extérieur à cela et d'analyse. Mais je veux dire, par rapport à ce que le peuple juif a vécu, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale et par rapport à des gouvernements d'extrême droite, considérer aujourd'hui que Viktor Orban ou que Marine Le Pen est d'extrême droite, je pense que ça relève du manque de respect, quasiment. Et du manque de considération par rapport aux familles également, des victimes, qui disent non mais l'extrême droite, ça a conduit à ça. Là, ce que vous montrez en disant ça, c'est de l'extrême droite, ça n'a rien à voir avec de l'extrême droite. Donc dire qu'il y a une remontée d'extrême droite, une fois de plus, c'est mal nommer les choses. Et le jour où il y aurait éventuellement une remontée d'extrême droite, je pense qu'on s'en apercevrait. Merci Monsieur Tom Benoît pour ce podcast vidéo. Merci à vous. Chers auditeurs, auditrices, on se retrouve pour un prochain podcast vidéo. Merci de nous avoir écoutés.